Maintenant, le régime parlementaire, pour moi, c'est l'ensemble des lois. Vous me comprenez, non? Ouais, c'est l'ensemble des lois pour moi, quoi. Un régime parlementaire, c'est un régime dans lequel le pouvoir est donné aux députés de décider des différentes lois. Voilà. Maintenant, un régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le pouvoir est donné au président qui par décret prend les différentes décisions et puis les députés maintenant, ils étudient et ils approuvent. Mais l'inverse, c'est que le régime parlementaire, les députés décident et ils proposent au président, n'est-ce pas, qui maintenant réfléchit là-dessus. Un régime présidentiel, c'est un régime sous lequel le président est élu par le peuple et il forme un gouvernement et gouverne le pays. Voilà, ça c'est le régime présidentiel. Parlementaire, c'est sous lequel les députés au sein de l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale qui gère le pays et non le président de la République. Voilà les deux formes de gouvernement. Professeur, est-ce que c'est la bonne définition que nous venons d'entendre? Alors, je crois que si l'on fait la synthèse des différentes interventions, ce n'est pas la bonne réponse parce que les uns et les autres se sont appesantis sur l'approche étymologique parce qu'ils entendent par le régime présidentiel le régime dans lequel le pouvoir est confié au président de la République et le régime parlementaire, celui dans lequel les pouvoirs sont confiés aux députés. C'est une vision en tout cas clair-obscur, n'est-ce pas, des deux types de régimes. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le régime présidentiel et le régime parlementaire sont deux régimes de séparation des pouvoirs. Okay? Alors la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que cela signifie? On va se référer à Montesquieu, qui, n'est-ce pas, a systématisé avec éclat, n'est-ce pas, cette théorie. Il est parti du principe, et je le cite, que c'est une expérience éternelle que toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser. Et il a dit que pour ne pas que l'on puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Okay, donc cela a conduit à une division tripartite du pouvoir au sein de l'État. Et désormais, tout le pouvoir ne peut pas être exercé par un organe et un seul. Donc il fallait éclater le pouvoir entre différents organes. Mais en réalité, la portée de cette théorie de Montesquieu, c'est plus l'équilibre des pouvoirs que la séparation. Parce que des pouvoirs peuvent être séparés si entre les pouvoirs l'un, n'est-ce pas, en tout cas, s'arroge la quasi-totalité du pouvoir, il est évident que cela peut conduire à une confusion des pouvoirs. Donc surtout, non seulement il faut, n'est-ce pas, éclater le pouvoir, mais il faut que le pouvoir soit équilibré. Et c'est ce qui a donné le régime parlementaire et le régime présidentiel. Alors la différence entre les deux, c'est que le régime parlementaire est un régime de séparation souple des pouvoirs, alors que le régime présidentiel est un régime de séparation rigide. Alors les principales caractéristiques des deux types de régimes, parlant du régime parlementaire, il y a 4 caractéristiques essentielles. Il y a le dualisme de l'exécutif. Dans le régime parlementaire, l'exécutif est bicéphale. Nous avons d'un côté le chef de l'État, qui, n'est-ce pas, a un rôle purement honorifique, et nous avons le gouvernement avec à sa tête le chef du gouvernement qui détient la réalité du pouvoir exécutif. Okay. Ensuite, nous avons la conséquence du fait que le chef de l'État n'a qu'un rôle honorifique, c'est son irresponsabilité politique devant le Parlement. En d'autres termes, le Parlement ne peut pas mettre en jeu la responsabilité politique du chef de l'État. Okay. La conséquence, c'est le contre-signe ministériel, de sorte que pour que les actes, n'est-ce pas, du chef de l'État soient valables, il faut que, n'est-ce pas, ces actes soient contresignés par un ministre. Donc c'est la deuxième caractéristique. Mais en réalité, les deux caractéristiques essentielles du régime parlementaire sont les moyens d'action réciproque dont, n'est-ce pas, chacun des deux pouvoirs est pourvu. En d'autres termes, dans le régime parlementaire, le Parlement a le moyen de démettre le gouvernement. Tout comme le gouvernement a le droit, le pouvoir de dissoudre le Parlement. Vous voyez, donc chacun des deux ayant le moyen d'anéantir l'autre, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer. C'est la raison pour laquelle on parle de séparation souple des pouvoirs. On entend aussi parler de régime présidentialiste. Qu'en est-il? Avant d'aborder le régime présidentialiste, je vais parler du régime présidentiel, puisque je n'ai présenté que le régime parlementaire. Alors le régime présidentiel, à la différence du régime parlementaire, est un régime de séparation rigide des pouvoirs.
Alors, qu'est-ce qu'on attend par séparation rigide des pouvoirs? C'est, n'est-ce pas, un cloisonnement étanche entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et bien entendu, cela se traduit par une égalité et une indépendance des pouvoirs. Non seulement les pouvoirs sont égaux, mais les pouvoirs sont, n'est-ce pas, indépendants. Ce qui, n'est-ce pas, se traduit concrètement dans l'isolement organique et fonctionnel des deux pouvoirs. Alors, l'isolement organique signifie que chacun des deux pouvoirs tire sa légitimité de la même source, c'est-à-dire le peuple. Dans le régime présidentiel, le chef de l'État, c'est-à-dire le président, tire sa légitimité du peuple puisqu'il est élu au suffrage universel, tout comme le Parlement l'est. Donc chacun des deux tirant sa légitimité dans le peuple, l'égalité se trouve réalisée. Il y a également, et c'est important, l'isolement fonctionnel, qui consiste à confier au Parlement la totalité et l'exclusivité de la fonction législative et confier à l'exécutif la totalité et l'exclusivité de la fonction exécutive. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que dans le régime présidentiel, tout ce qui est du domaine de la loi est de la compétence exclusive du Parlement. Tout ce qui est du domaine de l'exécutif également est de la compétence de l'exécutif. Donc voilà pourquoi. Donc ici, la séparation, l'égalité, l'équilibre est recherché ici à travers l'égalité et l'indépendance des pouvoirs. Et aucun des deux pouvoirs n'a de moyens d'action contre l'autre. Okay, je veux dire concrètement, dans le régime présidentiel, le Parlement n'a aucun moyen de mettre fin aux fonctions du président de la République. Tout comme le président de la République n'a aucun moyen de dissoudre le Parlement. Et le régime présidentialiste? Le régime présidentialiste, on pourrait le qualifier comme un régime présidentiel qui glisse malicieusement, sinon fâcheusement, vers, n'est-ce pas, un déséquilibre au profit de l'institution présidentielle. Okay? Dans le régime présidentialiste, comme son nom l'indique, l'institution présidentielle, n'est-ce pas, en tout cas, a une primauté, n'est-ce pas, sur l'institution parlementaire. C'est ça le présidentialisme. Quelle est donc la nature du régime de la Côte d'Ivoire? C'est un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Oui, la transition est toute trouvée. Vous-même, vous conviendrez avec moi que, sur la base des explications qui ont été données, le régime ivoirien se rapproche davantage du régime présidentiel que, n'est-ce pas, du régime parlementaire. Alors, l'on pourrait dire que dans l'esprit, le régime ivoirien est un régime présidentiel, puisque, bien entendu, l'un des deux éléments du régime présidentiel ici se trouve réuni, en l'occurrence, l'indépendance des pouvoirs. Dans le système constitutionnel ivoirien, le président de la République n'a aucun moyen de mettre fin aux fonctions des députés, tout comme les députés n'ont aucun moyen de démettre le président de la République. Donc, de ce point de vue, l'on peut dire que le régime ivoirien est un régime présidentiel. Mais le régime ivoirien va au-delà du régime présidentiel classique pour être perçu, appréhendé comme un régime présidentialiste pour diverses raisons. Tout à l'heure, j'indiquais que dans le régime présidentiel classique, la totalité et l'exclusivité de la fonction législative appartient à l'organe législatif, tout comme l'exclusivité et, n'est-ce pas, en tout cas, la totalité de la fonction exécutive appartient à l'organe exécutif. Or, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le président de la République, il y a une prédominance de l'institution présidentielle. Ok, je prends peut-être deux exemples. Le gouvernement a l'initiative des lois au même titre que le Parlement. Or, dans un régime présidentiel classique, tout ce qui concerne la loi est du ressort exclusif, n'est-ce pas, du Parlement. Vous voyez? Et bien plus, la Constitution ivoirienne, notamment en son article 75, autorise le président de la République à intervenir dans le domaine de la loi. Vous voyez, j'ai dit qu'il y avait en principe un cloisonnement étanche entre les deux pouvoirs. Ok, alors, la Constitution, notamment, a réparti les domaines de compétences des deux pouvoirs. L'article 71 énumère de façon exhaustive les domaines dans lesquels la loi intervient. Et l'article 72 précise que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi relève du pouvoir réglementaire. Quelle est la conséquence? Chacun des deux pouvoirs doit pouvoir rester dans le cadre qui lui a été défini, tracé par la Constitution. Or, justement, dans notre système constitutionnel, il est permis au président de la République d'intervenir dans le domaine de la loi sans que la réciproque ne soit respectée. Donc, dans notre système constitutionnel, l'institution présidentielle véritablement est un peu au-dessus de l'institution parlementaire, ce qui fait dire que le régime ivoirien est un régime présidentialiste. Mais le constituant ivoirien, il est bon de le noter, le constituant ivoirien, en tout cas notamment en ce qui concerne la Constitution du 3 novembre 1960, avait évoqué deux raisons pour justifier ce choix. La première raison, c'était le souci de l'unité nationale. Ok, vous savez que la Côte d'Ivoire a eu, en tout cas au regard de la population, une composition hétéroclite,
n'est-ce pas, avec plusieurs ethnies. Donc la première, n'est-ce pas, le premier souci de l'État, c'était de, n'est-ce pas, fondre tout ce monde-là dans un même, n'est-ce pas, en tout cas, pour créer une certaine osmose. Donc il y avait le souci de l'unité nationale et le constituant a estimé qu'il fallait une institution forte pour parvenir à cette fin. L'autre objectif, c'était le souci du développement économique. Il fallait sortir du sous-développement et cela passait nécessairement par la mise en place d'une institution présidentielle forte. Alors, la question que l'on pourrait se poser aujourd'hui, est-ce que ces deux objectifs ont été atteints? D'accord, professeur. Les résultats du scrutin de ce dimanche vont sans nul doute donner une nouvelle configuration à notre Assemblée nationale. Le nombre de députés passe de 225 à 255, soit une augmentation de 30 sièges. Les détails avec Alvor Assa. Du 28 septembre 2011, pris par le président de la République Alassane Ouattara, permet la détermination des circonscriptions électorales pour la législature 2011-2016. Le territoire de la République de Côte d'Ivoire est divisé en 205 circonscriptions électorales. Une circonscription électorale comporte un ou plusieurs sièges de députés. Le département d'Agoville a 4 sièges. Le département qui comprend Gaumont et Sikinsi communes et sous-préfecture a 1 siège. Le département de Tiassalé 3 sièges. Au total, la région de la Niébi-Tiassa aura 8 députés. Le département de Koro a 2 sièges. Celui de Ouaninou qui comprend Gouékan, Bélo, Koonan, Ouaninou, Saboudougou et Santa communes et sous-préfecture a 1 siège. Le département de Touba, 2 sièges. Au total, la région du Bafing a droit à 5 députés. La région du Bagoué a aussi droit à 5 députés avec 1 siège pour le département de Tangrela, 2 sièges pour le département de Fouto et 2 également pour le département de Boundiali. Le département de Didievi a droit à 1 siège. Le département de Tébissou, 2 sièges. Et le département de Tumodi, 2 sièges. Au total, la région du Bélier a droit à 5 sièges. Le département de Mankono, 4 sièges. Le département de Kounaïri, 1 siège. Au total, la région du Béré a droit à 5 sièges. La région du Bunkani, 6 sièges sont prévus répartis comme suit. Département de Bouna, 3 sièges. Département de Doropo, 1 siège. Département de Nassien, 1 siège. Et le département de Teini, 1 siège. Pour la région du Kabali, 6 sièges sont aussi prévus avec 2 sièges pour le département de Blolequin, 3 pour le département de Djiglo et 1 pour le département de Toulepleu. La région du Folon, 2 sièges, dont 1 pour le département de Kaniasso et 1 pour le département de Ménignan. La région du Gbeke a droit à 13 sièges. Le département de Béoumi, 3 sièges. Département de Botro, 2 sièges. Département de Bouaké, 7 sièges, dont 4 pour Bouaké-Ville. Le département de Sakassou, 1 député. La région du Boclé a droit à 3 députés. Le département de Sassandra, 2. Et le département de Fresco, 1 siège. La région du Go a droit à 7 députés. 5 pour le département de Gagnoa et 2 pour le département d'Oumé. La région du Gontogo enregistrera 12 députés. 6 pour le département de Bondoukou, 3 pour le département de Kounfao, 1 pour le département de Sandégué, 1 pour le département de Tanda, 1 pour le département de Transua. La région des Grands Ponts enregistrera 4 députés. 2 pour le département de Dabou, 1 pour le département de Grand Laou et 1 pour le département de Jacquesville. La région du Guémont enregistrera 7 députés. Département de Bangolo, 2, département de Diokwe, 3 et 2 pour le département de Kouibli. La région du Ambol, 6 sièges. Département de Dabakala, 3 sièges. Département de Katiola et le département de Niakaramadougou, 2 sièges. La région du Haut-Sassandra, 15 sièges. Département de Daloa, 6 sièges. Département d'Issia, 4 sièges. Département de Vavois, 4. Et enfin, le département de Zougoubé, 1 siège. La région de Ifou, département de Daouko, 3 sièges. Mbayakro, 1 siège. Prikro, 1 siège. Total pour la région de Ifou, 5 sièges. La région de l'Indénié-Djouablin, département d'Abangouro, 3 sièges. Agnibilekrou, 2 sièges. Bétier, 1 siège. Total, 6 sièges pour l'Indénié-Djouablin. Région du
Kabadougou, 7 sièges avec 2 sièges pour Madinani et 5 sièges pour les départements d'Odiéné et Samatigila. La région du Lot-Djibois, 9 sièges avec 4 sièges pour le département de Divo, 2 pour le département de Kitri et 3 pour le département de Lakota. Région de la Maraoué, 8 sièges. Département de Boafli, 3 sièges. Saint-Fra, 2 sièges. Zionoula, 3 sièges. Région de la Mé, 7 sièges. Département d'Azopé, 3 sièges. Akoupé, 2 sièges. Alépé, 1 siège. Yakassé à Togo, 1 siège. La région de Nawa, 8 sièges, avec 1 siège pour le département de Guéyo et 7 pour le département de Sobré. La région de Nzi, 10 sièges. Département d'Ara, 1 siège. Bokanda, 3 sièges. Bongouano, 2 sièges. Damboko, 2 sièges. Mbato, 2 sièges. La région du Poro, 12 sièges. 1 pour le département de Tikodougou, 10 pour le département de Korogo et 1 pour le département de Sidematiali. La région de San Pedro, 7 sièges, 5 pour le département de San Pedro et 2 pour le département de Tabou. La région du Sud-Congo, 7 sièges, 3 pour le département d'Aboasso, 1 pour le département d'Adiaké, 2 pour le département du Grand Bassam et 1 pour le département de Tiakoum. La région du Kyologo, 7 sièges, dont 5 pour le département de Ferkessé-Dougou et 2 pour le département de Wangolo-Dougou. La région du Tongbe, 12 sièges, 3 pour le département de Biankouma, 3 pour le département de Danané, 4 pour le département de Mont et 2 pour le département de Zouaouye. La région du Worodougou, 6 sièges, 2 pour le département de Kani et 4 pour le département de Séguéla. Le district autonome d'Abidjan enregistrera 31 sièges, 6 pour la commune d'Abobo, Adjamé 2 sièges, Atekoubé 2, Cocody 2, Koumassi 2, Makori 2, Plateau 1, Korboué 2, Trashville 1, Yopougon 6 sièges. Le total 27 sièges pour la ville d'Abidjan. Agnaman et Brofodoumé commune sous-préfecture, 2 sièges. Benjeville commune et sous-préfecture, 1 siège. Songon commune et sous-préfecture, 1 siège. Le district autonome de Yamoussoukro enregistrera 4 sièges. 1 siège pour le département d'Atié-Guakro et 3 sièges pour le département de Yamoussoukro. Professeur, nous venons là de suivre cet élément de Alvorassa au regard des partis en présence. Quelle va être la nouvelle configuration de notre prochaine assemblée, surtout que le FPI est le grand absent de ce scrutin? Alors c'est dommage que le FPI soit absent. Alors sans présager de l'issue du scrutin et en tant qu'observateur de la vie politique ivoirienne, on peut affirmer sans risque de se tromper que le Parlement sera en forte coloration des partis membres de la coalition du RHDP. Rien que sur la base des résultats de l'élection présidentielle, il ne pourrait pas en être autrement. Donc nous aurons un Parlement à forte dominante du RHDP, c'est-à-dire le Rassemblement des effectifs pour la démocratie et la paix. Je crois qu'au-delà de cette coloration, à ma foi, le plus important pour moi, c'est que le scrutin soit véritablement transparent, que les Ivoiriens, en tout cas, expriment leur volonté de façon libre, de sorte que le Parlement soit un Parlement légitime. Abordons maintenant la question du rôle du député. Si les candidats sur le terrain n'ont pas souvent un discours clair concernant leur rôle à l'hémicycle, qu'en est-il des Ivoiriens dont les suffrages sont sollicités? Suivons ce reportage. La campagne de séduction des candidats a pris fin vendredi à minuit. Ce dimanche, les populations sont appelées aux urnes. Dans cette course à l'hémicycle, 2 types de candidats se sont présentés aux électeurs. Ceux qui leur ont tenu un discours de vérité et ceux qui ont tenu un langage contraire pour s'attirer leur suffrage. Parlant des derniers cités, ils ont servi un peu de tout à la population. Certains candidats ont demandé aux électeurs leur voix afin de les sortir de la souffrance et de la pauvreté. D'autres vont encore plus loin lorsqu'ils prétendent jouer le rôle d'agent de développement. Ils ont ainsi promis trouver du travail aux électeurs, construire des hôpitaux, des écoles et des routes une fois élus. C'est à croire que les élus en Côte d'Ivoire disposent d'un budget de l'État qui leur permet de réaliser les différentes promesses de campagne. En campagne électorale, naturellement, les discours de bonne volonté, des contre-vérités et autres discours démagogiques sont permis. Mensonges ou méconnaissance du rôle assigné aux députés, l'on s'interroge.
Ces législatives de 2011 n'ont pas fait exception et les promesses étaient au rendez-vous de cette quête effrénée d'électeurs. Si les candidats sur le terrain n'ont pas un discours clair concernant leur mission à l'hémicycle, qu'en est-il des populations dont les suffrages sont sollicités? Savent-elles faire la différence entre les discours de campagne et le rôle véritable du député? Un député, c'est quelqu'un qui représente les gens de la commune dans laquelle ou les députés. Si les gars se plaignent que tel truc, cela ici n'est pas bon, c'est au député qui va aller s'apprendre sur le député, qui va aller poser les doléances auprès de ses supérieurs pour qu'on arrive à subvenir à leurs besoins. Un député, dans la mesure où il représente toute une localité, je veux dire une frange de la population, il se devait de récolter les besoins de la population ou de la partie qu'il représente et les exprimer au niveau de l'hémicycle. Le rôle d'un député, c'est le pouvoir. Et nous défendons au Parlement, comment il s'agit. Voilà. C'est ce qu'il fait déjà. Les avis divergent, démontrant ainsi que le rôle du député n'est pas bien connu par une frange de la population. Et pourtant, le rôle du député est bien défini par la loi. La fonction du député n'est pas le développement de la ville, mais il est plutôt le représentant du peuple à l'hémicycle. La Côte d'Ivoire a eu de grandes lois qui ont été prises. Et on continue d'avoir des lois qui se prennent. Et donc, il est bon que le peuple ivoirien comprenne ce que c'est que le Parlement. Il est bon également que celui qui prétend vouloir représenter le peuple sache qu'est-ce que c'est le Parlement. Voilà, professeur, pour le spécialiste que vous êtes, est-ce que le rôle du député tel que expliqué vous satisfait? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je pourrais même dire que ceux qui ont été interrogés sont logés à la même enseigne que les candidats. Parce que, n'est-ce pas, le député n'est pas le représentant de la circonscription dans laquelle il a été élu. Le député est le représentant de la nation entière. Alors, pour mieux cerner le rôle du député, il serait peut-être bon, avec votre permission, que l'on voit un peu, n'est-ce pas, le fondement, n'est-ce pas, de la nature du mandat du député. Et cela nous amène à aborder, en tout cas, la question de la souveraineté, notamment dans les conceptions modernes sont la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, n'est-ce pas, qui ont été systématisées par deux auteurs, en tout cas du siècle des Lumières, en l'occurrence la BCS en ce qui regarde la souveraineté nationale et, n'est-ce pas, Jean-Jacques Rousseau pour la souveraineté populaire. Alors, selon ces deux conceptions, la souveraineté appartient au peuple. Donc, sur ce point, n'est-ce pas, il y a une similitude. Mais là où il y a divergence, c'est, n'est-ce pas, l'approche définitionnelle, la conception de la notion de peuple. Pour la BCS, dont la théorie est la souveraineté nationale, la souveraineté appartient à la nation tout entière, la nation en tant que collectivité. De sorte que, n'est-ce pas, étant un être fictif, ne pouvant pas agir, n'est-ce pas, par elle-même la nation, il faut des personnes pour, en tout cas, la représenter, agir en son nom et pour son compte. Okay? Alors que dans la souveraineté populaire, telle que systématisée par Jean-Jacques Rousseau, la souveraineté appartient certes au peuple, mais ici le peuple individu, c'est-à-dire chacun des individus qui composent le peuple, de sorte que chacun a une parcelle de souveraineté. Parce que comme l'a dit Rousseau lui-même, s'il y a 10 000 habitants, chaque habitant aura pour sa part la 10 millième partie, n'est-ce pas, du pouvoir suprême, c'est-à-dire de la souveraineté. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Dans la souveraineté nationale, n'est-ce pas, la souveraineté appartient à la nation. La nation ne pouvant pas agir par elle-même, il faut des représentants. C'est ce qui aboutit au régime représentatif. Or, dans la souveraineté populaire, où chacun des citoyens qui composent le peuple a une parcelle de souveraineté, cela aboutit à une démocratie intégrale. Cela consiste en ceci, par exemple, je vais caricaturer, si tel était le cas de la Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens se retrouvent dans un espace, par exemple au stade de Fort-Bagny, pour prendre les décisions. Vous voyez, puisque chacun détient une parcelle de la souveraineté. Cela étant quasiment impossible à mettre en œuvre, cela aboutit à la démocratie semi-directe. C'est-à-dire que le peuple va choisir des représentants. Donc vous voyez que finalement, les deux conceptions se rejoignent dans le système de la représentation. Mais la nature du mandat est différente. Dans le régime représentatif conséquent de la souveraineté nationale, le mandat est national.
et il est irrévocable. Ok, comme l'a dit CIS, dans la souveraineté nationale, le rôle des électeurs est de choisir parmi eux les gens les mieux éclairés pour exprimer la volonté nationale. Donc ça veut dire qu'une fois que le représentant est élu, il agit en son âme et conscience, il n'agit pas au nom et pour le compte de ses électeurs. Donc quelle est donc la différence entre le maire et le député? Parce qu'on a tout entendu sur le terrain. Oui, en fait, justement, le maire, avant d'aborder la question de la différence entre le maire et, n'est-ce pas, le député, il serait bon qu'on situe le cas de la Côte d'Ivoire sur la base de ce que nous venons de dire. La Constitution, notamment en son article 31, dit clairement que la souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Vous voyez? Et, n'est-ce pas, dans l'article 66, renchérit en disant que le député, chaque député est le représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que les députés sont les représentants de la nation. Je prends un exemple concret. Un député qui est élu par exemple à Dabou, une fois qu'il arrive à l'hémicycle, il ne vient pas à l'hémicycle en tant que représentant de Dabou, mais en tant que représentant de la nation entière. C'est la raison pour laquelle les promesses électoralistes que nous avons entendues ici et là nous paraissent en tout cas inappropriées dans le cadre de l'élection du député. Alors pour en venir à votre préoccupation, on pourrait dire tout simplement que le maire est un agent de développement, alors que le député est un agent de construction de la nation. Le maire a un rôle administratif, alors que le député a un rôle politique. Les deux élections étant foncièrement différentes, voyez-vous, l'élection des députés est une élection politique, alors que l'élection des maires, en fait des conseils municipaux, parce qu'en réalité, et beaucoup de gens ne le savent pas, ce sont les conseillers municipaux qui sont élus par le peuple. Le maire, lui, il est élu au suffrage indirect. Le maire est élu par les conseillers. Vous avez beaucoup à dire sur ce sujet. Ce scrutin, il faut le savoir, se tient sous le regard de 150 observateurs internationaux et 3000 observateurs ivoiriens. Dans la commune du Plateau, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures. Le scrutin se déroule dans le calme, sans grande affluence, nous dit Sylvie Touré. Regardez. Il est 9 heures ce dimanche et les 10 bureaux de vote de ce centre au Plateau ont déjà ouvert leurs portes. Le scrutin a démarré il y a 1 heure. Il se déroule dans le calme, selon le représentant de la commission électorale indépendante. Le matériel est arrivé un peu plus tôt. On arrive à le matériel aux environs de 6h30. On a mis la disposition. Dès à 7h30, tout était prêt. Les différents présidents et les secrétaires sont arrivés. Tout est en place. Et le vote a commencé à 8h00. Pour le moment, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Dans les bureaux de vote, les électeurs ne se bousculent pas. Ce n'est pas encore la grande affluence. Nous attendons au moins 415 personnes, mais les électeurs viennent à compte-gouttes. Nous sommes actuellement à 10 électeurs. Bon, on souhaiterait en tout cas que la population vienne massive pour voter parce que c'est un droit civique. Autre lieu, même constat, à la chambre de commerce, les agents électoraux et les représentants des 5 candidats se tournent les pouces. 1 heure après l'ouverture des bureaux de vote dans la commune du Plateau, l'affluence est timide. Certainement qu'après les différentes messes et cultes, les électeurs prendront d'assaut les bureaux de vote, comme le souhaitent les agents électoraux. Voilà, professeur, vous avez quelque chose à dire sur le déroulement de ce scrutin? Bon, nous constatons que tout se déroule dans le calme, même s'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est que le scrutin soit transparent, libre. Je crois que c'est le plus important et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Rendons-nous maintenant à Yopougon avec Noël Nyang'o pour voir ce qui se passe dans cette commune. Yopougon, ce dimanche 11 décembre. EPP, libellule de la cité CIE. Les agents de la CEI, les présidents des bureaux de vote, les scrutateurs sont à l'œuvre. Il est 8 heures. Ils mettent en place le dispositif électoral. Dans la cour, aucun électeur n'est en vue, parce que le portail est encore fermé. 9 heures, nous sommes au bureau de vote numéro 47, groupe scolaire Sikoji 11. Le candidat Nyanyanyero de la liste Paix et Réconciliation est venu accomplir son devoir civique. Comme lui, beaucoup d'autres électeurs. Mais l'affluence n'est pas au rendez-vous. Groupe scolaire Sojefia. Là, il est 10h30. La tête de liste PDCI, Didier Bagnon, inscrit au bureau numéro 3, après avoir voté, invite les populations à la mobilisation. Je lance un appel à tous ceux qui ne sont pas encore sortis de venir remplir quand même leur devoir civique. Il faudrait
qu'ils votent massivement pour désigner eux-mêmes leurs représentants à l'Assemblée nationale. Monsieur Kafana Kone, tête de liste RDR, inscrit au groupe scolaire Saint-Louis, a une réponse à cette faible affluence. L'enjeu n'est pas le même, donc on peut comprendre. Et l'histoire de notre pays a toujours montré que les législatives ont toujours mobilisé moins de monde que les présidentielles. EPP Banco 2, tableau identique. Les agents de la CEI, les scrutateurs, se tournent les pouces. Ils attendent